Enchantée, moi c'est Marie, j'ai 27 ans, j'ai été adoptée à l'âge de 6 mois au Vietnam par des parents français. J'ai jamais vraiment eu l'envie de chercher ma famille biologique parce que quand j'étais enfant et adolescente, j'ai fait un total rejet, un total déni de ma situation. Mais en 2021, quand j'étais à la fac, j'avais une copine vietnamienne qui était venue faire ses études à Paris et elle me dit on pourrait essayer de trouver ta famille biologique. Les Vietnamiens sont beaucoup sur Facebook, donc on peut essayer. Et vraiment jusqu'ici, l'idée m'était pas venue de rechercher ma famille biologique. J'en ressentais pas le besoin parce que pour moi, ma famille, c'est ma famille adoptive. Mais je pense que quand même, au fond de moi, il y avait toujours quelque chose. Et voilà, je pense que juste je me voilais la face. Mes parents adoptifs ont rencontré mes parents biologiques au moment de l'échange de bébés, enfin de moi du coup. Ils avaient pris des vidéos et des photos. Donc mon ami poste ces photos-là. On avait aussi les informations de mon lieu de naissance, de où vivait ma famille. J'ai eu de la chance parce qu'ils n'ont pas déménagé. Je sais que c'est déjà beaucoup d'informations en tant qu'enfant adopté, d'avoir toutes ces informations, d'avoir aussi ces photos, parce que malheureusement c'est pas le cas de tous les enfants adoptés et je pense que vraiment le droit à l'information, juste des informations de sa naissance, ça devrait être obligatoire. Je pense que ça peut ouvrir un débat. Par exemple, il y a des parents ou des mères qui abandonnent leur enfant et qui veulent pas être retrouvés parce que, je sais pas, c'est des conditions difficiles. Mais je pense que ça devrait être quand même obligatoire de moins connaître son histoire. Peut-être pas dans tous les détails parce que des fois il y a des choses qui sont trop difficiles à savoir, mais avoir le minimum d'informations. Pour revenir à cette histoire de Facebook, c'est fou parce que ça a marché. Cet ami a retrouvé mes parents biologiques comme ça sur Facebook, juste en postant des informations et une photo. C'est incroyable parce qu'au Vietnam, il y a quand même des millions et des millions d'habitants. Elle avait bien raison, les Vietnamiens sont presque tous sur Facebook, alors je pense que la publication a tourné assez rapidement. Petite précision, quand mon amie a publié sur Facebook, elle a publié sur un compte qui s'appelle AutoFun. Il me semble que c'est un compte d'actualité vietnamienne. Elle a aussi publié sur Nguyen Son Dong Bac Giang, qui est un forum qui vise vraiment la région où j'ai été adoptée, vers où je suis née et où ma famille était supposée vivre encore. Je pense que si j'avais fait une publication en français, ça aurait pas fonctionné parce que ma famille biologique ne parle pas français. Je pense que c'est vraiment important de faire sa publication dans sa langue natale. Moi en l'occurrence c'était le vietnamien parce que du coup ils ont tout de suite pu lire et comprendre. C'est sûr que aussi les photos ça a énormément aidé. Et comme je disais, j'ai de la chance parce que je connais déjà pas mal de détails sur ma famille et mon adoption. Mais à partir de ce moment-là, j'ai quand même appris des détails en plus sur mon histoire. J'étais la 7e enfant et je me suis toujours demandé pourquoi moi, alors que je suis la 7e et pas les autres avant. C'est bizarre. Déjà, en tant qu'enfant adopté, j'ai cette blessure de l'abandon, du rejet. Donc cette histoire d'être la 7e et d'être la seule qui a été adoptée dans la famille, je l'ai mal vécu. Mais là, j'ai su pourquoi. En fait, c'était parce que mon père avait une maladie incurable. Donc je sais pas c'est quoi exactement comme maladie, peut-être un cancer. Il a aussi certainement fait la guerre du Vietnam. J'ai su que mon père biologique est mort seulement 1 an après mon départ. Et donc c'était pour ça que j'ai été adoptée. Déjà que ma famille était très pauvre. Ma mère biologique savait qu'elle allait se retrouver toute seule. Elle a beaucoup travaillé, elle a travaillé très dur. Elle a notamment travaillé dans les rizières. Et je pense que toute seule, elle pouvait pas subvenir aux besoins d'un nouvel enfant. Je sais aussi que j'ai manqué de nourriture quand j'étais bébé. J'ai pu parler un peu avec l'un de mes frères, mais bon, c'était un peu compliqué de communiquer parce qu'on parle pas la même langue. Je lui ai envoyé des photos de moi quand j'étais petite, il m'a aussi envoyé des photos de sa famille. Voilà, il m'a posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que je faisais. Il y a plein de choses que j'avais oubliées. Il a dit « je veux vraiment que notre famille soit réunie ». Il m'a dit que je ressemblais beaucoup à mes sœurs, notamment beaucoup à l'aînée. Lui, Nguyen, travaille en tant que professeur. J'ai une sœur qui travaille dans les assurances. Donc je suis contente parce que ma famille s'en est bien sortie quand même. Il m'a demandé combien je pesais.
Il m'a dit maman est très heureuse de savoir que vous êtes en bonne santé et que vous avez une bonne éducation et que en 1998, mais du coup c'était en 99 parce que j'avais 6 mois, en me donnant aux parents adoptifs, notre mère s'est effondrée et a beaucoup pleuré. C'est triste, j'imagine pas à quel point ça doit être dur pour une mère d'abandonner son enfant quand c'est pas voulu. Et je pense que même quand c'est voulu, ça doit être dur. Je sens que je vais beaucoup pleurer dans cette vidéo, ça va être compliqué. En 2021, il me semble que les frontières du Vietnam étaient encore fermées. Ensuite, avec mon copain, on a déménagé à Lyon. Ça n'a pas été facile. Surtout la première année, je gagnais à peu près 600 € par mois. Je faisais des temps partiels, donc c'était compliqué. On crevait de faim. Donc voilà, à ce moment-là, j'avais pas l'argent pour penser à aller au Vietnam. Ensuite, j'ai trouvé un CDI, mais j'avais pas assez de congés. Et je parlais toujours de mon envie d'aller au Vietnam. Et en fait, il n'y avait jamais de bon moment. Et encore cette année, je pourrais pas dire que c'est le moment parfait où tout s'aligne. Mais je pense que c'était le meilleur moment de tous les pires moments en tout cas. 2025, ça a été une année qui a été très difficile. J'ai un peu touché le fond de la piscine et c'est pour ça qu'en 2026, je me suis dit j'en ai marre d'être spectatrice de ma vie. J'ai plus envie de survivre, j'ai envie de vivre. J'ai beaucoup de regrets à propos du début de ma vingtaine, de pas avoir assez essayé, de pas avoir assez osé, de pas avoir assez pris de risques. Bon, même si avec du recul, je me rends compte que c'était une période qui était très difficile et que j'ai fait comme j'ai pu à l'époque. Mais cette année, j'ai envie que ça change. J'ai envie d'agir au maximum pour avoir le moins de regrets possible. Je vais vous montrer un peu les préparations du voyage. Donc ça, c'est le premier jour où j'ai appris que j'allais partir au Vietnam. J'étais vraiment complètement chamboulée. Je suis stressée. Alors aujourd'hui, on est le mardi 6 janvier. J'ai envoyé un mail à ma RH hier, lundi. J'étais tellement stressée qu'elle dise non. J'ai demandé dans le mail si c'était possible d'avoir 4 semaines, des congés payés plus des congés sans solde pour pouvoir partir au Vietnam, pour voir ma famille biologique pour la première fois. Elle m'a répondu aujourd'hui. J'avais peur. Parce que d'habitude, elle répond hyper vite. Et là, elle a pris un peu plus de temps que d'habitude. Donc, j'avais un peu peur. J'ai eu peur aussi en envoyant le mail. J'ai essayé de faire au plus court. Pour pas réfléchir pendant 10 ans à écrire un mail et au final ne jamais l'envoyer. Ils ont accepté, je suis contente parce que ils m'ont dit que, et je savais que en général ils n'acceptent pas les congés sans solde. Ils ont accepté, mais du coup voilà, je suis hyper stressée parce que ça se concrétise. Ça faisait longtemps que je voulais aller au Vietnam. J'ai peur d'aller là-bas et qu'au final ma famille ne me réponde pas ou ne veulent pas forcément me voir parce qu'ils s'en foutent. Mais bon, même si ce serait le cas, après ils m'ont répondu, ils avaient l'air contents quand ils ont su que j'étais en vie et que j'allais bien. Ma famille biologique, c'est ma famille, j'ai envie de les voir. Je pense que ce serait bien, ça ferait partie de mon chemin, pouvoir guérir, pour pouvoir évoluer. Mais à la fois c'est bizarre parce que ça reste quand même des inconnus que j'ai jamais vus. Donc pour moi, ma famille, c'est mes parents adoptifs, c'est la famille qui m'a élevée. Je me sens un peu seule dans cette situation et c'est un peu mon plus grand problème, la solitude, de me sentir seule, mais du coup c'est dans ma tête parce que même si je suis pas entourée par 10 000 personnes. Voilà, j'ai quand même quelques personnes qui sont là pour moi, même si dans les moments où je me sens plus triste, je le vois pas forcément. Pourquoi t'es triste comme ça? Parce que j'essaie de parler encore juste pour être dans ma vidéo. De toute façon, tu seras dans ma vidéo parce que tu feras avec moi. Moi? Oui. Non, je savais pas que t'étais encore en train de filmer. Juste, tu veux être la star de mon vlog.
Pichu aussi. Pichu, il part pas avec nous. J'ai envoyé un message à un de mes frères avec qui je parlais le plus et il m'a pas répondu. Et là, j'ai totalement flippé. Je me suis dit, en fait, ça se trouve, je vais aller là-bas et je pourrais même pas voir ma famille biologique. Enfin, je me suis fait plein d'histoires dans ma tête. J'ai envoyé un message à une de mes sœurs, elle m'a tout de suite répondu. Ils m'ont dit que la famille était hyper contente que je vienne au Vietnam. Le frère auquel j'ai envoyé un message et qui m'a pas répondu, je sais qu'à un moment, il a été piraté. Donc peut-être qu'il n'utilise plus du tout Facebook ou qu'il a un autre compte. Mais voilà, sur le moment, j'ai bien flippé. Je savais pas trop dans quoi je me lançais parce que dès que j'ai eu l'âge de travailler, j'ai travaillé tous les étés. Donc j'ai pas trop eu l'occasion de penser à voyager. Les seules fois où j'ai pris l'avion, c'était pour aller en Guadeloupe quand j'étais encore au lycée avec mes parents. Et comme je suis une grande passionnée de peinture et d'histoire de l'art, j'ai pris une deuxième fois l'avion pour aller à Florence. Moins de 2 mois pour préparer un voyage comme le mien, surtout que c'est pas juste des vacances, c'est vraiment très important pour moi. Eh bien, c'est très très court, je m'en étais pas rendu compte. Alors déjà que je sais pas du tout préparer un voyage de base normal, là vraiment j'ai zéro organisation. Il y a plein de choses auxquelles j'avais pas pensé et des dépenses auxquelles je n'avais pas pensé. Je sais que c'est totalement de ma responsabilité, mais j'ai voulu acheter une caméra pour avoir des vidéos et des photos de meilleure qualité que celles que fait mon téléphone, parce que je sais que ça je le vivrai qu'une fois, la première fois où je rencontre ma famille. Donc je voulais avoir des belles images pour garder le plus de souvenirs possible. Donc voilà, rien que la caméra, ça m'a coûté plus de 1000 €. Et bien sûr, il n'y avait pas les batteries en plus avec, la charge, la housse, enfin toutes les conneries qui va avec quand on achète une caméra. Et aussi les cadeaux. Bon, ça, je savais que je voulais faire des cadeaux, mais j'avais pas d'idée précise. Même si j'aimerais avoir les moyens de faire beaucoup plus de cadeaux, mais bon. Je peux pas. Mais bon, rien que si j'achète plein de petits cadeaux, on est beaucoup. Je suis la 7e et je compte même pas mes nièces et neveux. Et aussi, je sais pas ce qu'ils aiment, ça rajoute une complication en plus. Et en même temps, on essaye d'apprendre le vietnamien sur Duolingo. Ça prend quand même pas mal de temps. Je trouve que c'est compliqué à apprendre le vietnamien parce qu'il y a beaucoup d'intonations différentes. Il y a des intonations qui vont vers le haut, vers le bas, vers le milieu et des trucs comme ça. Enfin, il y a beaucoup d'accents, beaucoup d'intonations. Je suis pas trop dépaysée parce que c'est un alphabet, contrairement, je sais pas, au japonais ou au chinois. No est plus avancé que moi sur Duolingo, donc au final, je pense que c'est lui qui va parler en vietnamien. Et moi, je vais juste être là et le laisser parler. Non, je pense pas. Je pense que je vais quand même essayer. Je sais que ça peut paraître bizarre. Je me mets beaucoup la pression parce que j'ai peur d'être moche, en fait, quand je rencontre ma famille. J'ai peur, qu'ils me trouvent moche. Je sais pas pourquoi. Sans doute parce que je suis une femme et qu'on a beaucoup une pression sur la beauté, sans doute. C'est une peur complètement irrationnelle où je me suis aussi renseignée pour acheter, par exemple, du fond de teint. Je mets jamais de fond de teint. Enfin, je sais pas trop me maquiller, en vrai. Et comme ça va avec cette partie-là d'avoir envie d'être belle pour rencontrer pour la première fois ma famille biologique, je me suis intéressée aussi à la skincare. Je me mets juste de la crème hydratante et c'est tout. Bon voilà, je me suis intéressée aussi à ça pour essayer d'améliorer le grain de la peau et tout. Donc voilà, j'ai perdu mon temps dans des conneries pas possibles au lieu de faire les choses que j'avais à faire en priorité. En fait, c'est souvent ça, quand je stresse, je pars dans tous les sens. Souvent, je fais les trucs les moins importants en premier. Je sais que c'est hyper important de faire une to-do list, mais pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi je l'ai pas fait dès le début? Ça m'aurait direct calmé. J'aurais pu mettre des numéros, mettre des priorités sur les trucs, et ça m'aurait facilité la vie. Là, je me retrouve à 3 semaines pour finir tout ce que j'ai envie de faire, mais bon. On peut pas refaire le passé. De toute façon, je sais même pas si je vais mettre cette vidéo dans la vidéo. Parce que sinon, vraiment, ma vidéo, elle va faire 3 heures. De toute façon, peu importe, parce que cette vidéo va faire 100 vues. Bah, merci aux 100 personnes qui regardent mes vidéos. Voilà, du coup, j'ai pas trop la pression. C'est avant tout pour moi, pour garder souvenir que je fais cette vidéo. Après, peut-être que ça pourrait aider certaines personnes qui sont des enfants adoptés aussi, comme moi. C'est ça qui est dur, parce qu'on n'a jamais
jamais la même situation. Enfin moi personnellement je me sens comme ça, je me sens totalement différente de tous les autres, de tout mon entourage, parce que je suis adoptée, mais en plus en étant des enfants adoptés, on n'a jamais la même situation. Et moi j'ai eu de la chance que ma famille soit encore vivante, que ma famille biologique a rencontré ma famille adoptive, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et oui, j'ai eu la chance parce qu'il y a eu tellement d'histoires d'enfants volés, de choses comme ça. Il y a tellement du trafic d'êtres humains. Un jour, on m'a dit « Ah, mais tes parents, ils sont passés par quelle association quand ils t'ont adopté ?» Et je lui dis l'association Les Graineries et tout. Et il a recherché sur internet et il a trouvé des mails sur ce site internet. Je pensais même pas que ça existait encore et je savais pas aussi que l'association était encore active. Donc ils font plus d'adoption, mais ils font encore des parrainages où on peut donner de l'argent pour aider des enfants vietnamiens à financer leurs études. Ouais, je sais pas si j'y aurais pensé toute seule. Donc merci No. Et j'ai envoyé un mail, j'ai expliqué ma situation et tout, et j'ai dit que je recherchais un traducteur. Ils m'ont mis en contact avec une autre association, Amica Travel. Ils ont proposé de me mettre à disposition un traducteur et un taxi. Déjà ça me fait une épine en moins dans le pied à penser, parce que trouver un traducteur, je savais pas trop comment faire. Mais voilà, c'est tout des petits détails que j'aurais pas besoin si c'était juste des vacances normales. Chercher un traducteur, c'est tout des petits détails, mais qui sont importants. J'ai beaucoup de chance que mes parents soient passés par une association comme ça, de personnes qui veulent vraiment aider, qui sont bienveillantes. Durant l'enfance et l'adolescence, ça a été très compliqué pour moi d'être une enfant adoptée et aussi racisée. Dès la primaire, les enfants me disaient « tes parents, c'est pas tes vrais parents de toute façon ». Et moi, ça me faisait trop de la peine parce que, enfin, mes parents, c'était mes parents et puis c'est tout, quoi. Je me posais pas cette question. Bon, je sais que les enfants répétaient juste ce que leurs parents leur disaient. J'ai toujours pris des remarques racistes depuis que je suis petite. Bon, on faisait le truc des yeux bridés, on me disait que j'étais jaune, que je mangeais du chien, ching chong, je sais pas quoi, sushi, maki, Jackie Chan. Enfin, j'ai tout entendu, je crois, les remarques racistes à propos des Asiatiques. Et bien sûr, le fait que dès que t'es asiatique, t'es chinois. Alors que, bah non, moi je suis vietnamienne. C'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Quand t'es suisse, t'es pas français. Quand t'es belge, t'es pas français. Quand t'es allemand, t'es pas français. Enfin, il y a différents pays. C'est pas parce qu'on est asiatique, il y a pas que la Chine, en fait, qui existe. Je pense qu'à cause de ces remarques racistes, au fait que je ressemblais pas aux enfants qui m'entouraient. J'ai fait un total rejet de mes origines vietnamiennes et de mon apparence aussi. Quand je me regardais dans le miroir, je me disais pas que j'avais les yeux tant bridés que ça, si petits que ça comparé à d'autres personnes. Quand je voyais du jaune, je me disais c'est pas du tout ma couleur de peau. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que je comprenais pas. À cette époque, j'avais qu'une envie, c'était ressembler aux autres enfants. Bon, spoiler, ça n'a pas marché du tout. Je voulais juste être acceptée. Je pense que cette période-là est compliquée, surtout au collège, parce qu'on a juste envie d'avoir ce sentiment d'appartenance. Et j'avais pas ce sentiment d'appartenance à un groupe, à quelque chose, que ce soit ni à l'école, ni nulle part. Je pense qu'en tant qu'enfant adopté, on a ce besoin d'appartenance, ce besoin d'appartenir à quelque chose, à un groupe. Voilà, je pense que de toute façon, c'est tous les enfants à cet âge-là qui ont ce besoin d'appartenance. Mais le fait d'avoir été abandonné, c'est encore plus fort. Parce qu'on n'a pas envie d'être abandonné encore une deuxième, troisième, millième fois. Il y avait personne qui me ressemblait, j'avais pas de modèle, j'avais pas de référence. Surtout qu'à cette époque-là, c'était les années 2010, c'était la mode de Britney Spears. Et voilà, il fallait avoir les cheveux hyper lisses et être blonde et blanche, idéalement. Déjà, de base, je correspondais pas du tout aux critères de beauté, mais de toute façon j'aurais pas pu rentrer dans les critères de beauté de l'époque parce que c'était juste être blanche. Je me suis jamais sentie à ma place nulle part et on me le rappelait bien tous les jours, que ce soit dans la rue, hein, pas forcément qu'à l'école, hein, mais que j'étais pas française d'apparence en tout cas. C'était hyper important pour moi à l'époque de me sentir aimée, ou en tout cas même si c'était pas aimée, au moins pas rejetée. Mais bon, ça n'a pas du tout marché. Je crois qu'il existe 5 blessures de l'enfance
Et ouais, je pense que la blessure d'abandon, on l'a plus ou moins en tant qu'enfant adopté. Ça peut concerner aussi des personnes qui n'ont pas été adoptées, hein. Ça peut être plein d'autres choses. Se faire abandonner par un parent, je pense, par un ou des parents, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui le vivent. Ça a créé chez moi cette peur viscérale d'être rejeté, une peur viscérale de la solitude. Je crois qu'il y a une étude sur ça qui dit que les enfants qui sont adoptés sont beaucoup plus sujets à l'anxiété, à la dépression, etc., etc. Je pense que ça fait un gros choc, que ce soit au niveau physique, quand on est bébé, ou à l'âge auquel on a été adopté, et psychologique, même si au début on s'en rend pas compte. Enfin, moi je sais que quand j'étais enfant, je me rendais pas compte de tout ça, mais c'est en grandissant, en prenant du recul, que je me suis rendu compte de toutes les traces que ça avait laissées sur moi. Donc comme je disais, cette peur viscérale d'être rejetée et d'être seule. Ce qui crée plein de comportements. Par exemple, j'ai un problème avec l'attachement. J'ai du mal à m'attacher, vraiment à avoir des liens vraiment profonds avec d'autres personnes. J'évite de m'attacher parce que j'ai peur d'être rejetée ou abandonnée. C'est un peu con, hein, mais je pense que c'est un mécanisme de défense qui fait que, bon, t'as peur d'être rejetée et d'être abandonnée, donc du coup, dans un premier lieu, tu t'attaches pas aux gens. Comme ça, si t'es rejetée, bah, en vrai, tu t'en fous. Mais quand je m'attache à quelqu'un, je m'attache vraiment beaucoup. Par exemple, avec mon copain, ça va faire 10 ans, bientôt 11 ans qu'on est ensemble. Donc voilà, j'ai du mal à accorder ma confiance, mais quand j'accorde ma confiance, bah j'y vais quoi, j'y vais à fond. Voilà, je me rends compte maintenant, c'est quelque chose que je me rendais pas compte quand j'étais enfant. J'essaye de m'ouvrir plus aux autres. C'est compliqué parce qu'au final, on est toujours un peu seul, en tout cas dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent. Même si on peut l'exprimer aux autres, les autres pourront pas le vivre exactement de la même manière que l'on le vit soi-même. Donc j'ai la peur d'être seule, vraiment physique, mais aussi mentale. Je me sens aussi très seule dans ma situation. Dans mon entourage, je suis la seule enfant adoptée, je connais personne qui est dans ma situation. Ce qui est difficile, c'est que même nous autres enfants adoptés, on n'a jamais exactement la même situation. Donc c'est vraiment très particulier. Donc ça renvoie vraiment au fait de vraiment être différent des autres, quoi. Et ça, quand t'es enfant et adolescent, c'est quelque chose qui est dur à vivre, de se sentir trop différent des autres. Bon, il y a plus que 5 jours avant notre départ. Ces 2 mois sont passés tellement vite. J'ai l'impression d'avoir mis ma vie sur pause pendant ces 2 mois. Je pensais que aux préparations, à ce qu'il fallait emmener, acheter et tout pour le voyage. Et les choses que je devais finir avant de partir. J'ai encore plein de peurs. J'ai peur d'être malade là-bas et que ça me gâche mon voyage. J'ai peur aussi qu'il y ait un gros malaise avec ma famille biologique, parce que c'est ma famille biologique, mais c'est quand même des étrangers, des personnes que j'ai jamais vues de ma vie. Même si ça a l'air d'être des gens qui sont très gentils, très accueillants, ils ont dit plusieurs fois par message qu'ils étaient très heureux qu'on vienne, mais j'ai quand même un peu peur qu'il y ait un malaise parce que on parle pas la même langue. Voilà, on pourra pas discuter, se faire comprendre. Je sais pas encore combien de temps on va rester chez ma famille. Je pense que ça va dépendre de comment ça se passe. Je crois beaucoup aux signes et je viens de réaliser que quand mes parents adoptifs sont venus me chercher au Vietnam en 99, ma mère adoptive avait 27 ans. Et 27 ans, c'est l'âge que j'ai aujourd'hui et c'est l'âge où je vais aller pour la première fois au Vietnam. Et j'ai un peu l'impression que c'est une boucle qui va être bouclée. Ma mère est venue chercher un enfant au Vietnam quand elle avait 27 ans. Et moi, à 27 ans, je retourne au Vietnam pour renouer avec mes origines, avec mon histoire. C'est un peu fou cette histoire, j'ai du mal à réaliser ce qui m'arrive.